Énorme plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter le conférencier qui va nous présenter ses travaux de recherche ce midi, donc le docteur Rodney Wallet. Pour tous les gens qui font de la recherche ici au Nouveau-Brunswick, même à Moncton, au Nouveau-Brunswick, au Canada, le docteur Wallet est vraiment un pionnier dans tout ce que la recherche sur le cancer. Vraiment pris une grosse job à mettre le Nouveau-Brunswick, la recherche sur le cancer sur la map ici. Donc, euh, on est très, très choyé d'avoir le docteur Wallet avec nous aujourd'hui. Je vous lis une petite biographie pour le présenter avant de lui laisser nous présenter ses travaux. Donc, le Dr. Rodney Wallet est un médecin scientifique et un leader de renommée internationale dans la recherche sur le cancer et la médecine de précision. Né et élevé ici même au Nouveau-Brunswick, il a obtenu des diplômes de bac et de maîtrise à l'Université de Moncton, puis a complété sa médecine et son doctorat en biologie moléculaire à l'Université de Laval, ainsi qu'une résidence à l'Université de Sherbrooke. En 1998, le Dr. Wallet a fondé le premier centre de recherche hospitalier du Nouveau-Brunswick, qui allait devenir l'Atlantic Cancer Research Institute, ou l'IARC. En tant que chercheur principal et directeur fondateur, il a introduit des plateformes de pointe en génomique, protéomique et diagnostic moléculaire et a établi des collaborations nationales et internationales qui ont positionné le Nouveau-Brunswick à l'avant-garde de l'oncologie, de la médecine de précision. Il a également créé et dirige toujours le laboratoire de génétique moléculaire du CHU du Mont, où les diagnostics moléculaires ont été intégrés pour la première fois aux soins cliniques dans la province. J'ai également eu le privilège de présenter à Rodney et son équipe il n'y a pas longtemps le prix de l'équipe de l'année de recherche Nouveau-Brunswick. La technologie brevetée de capture de vésicules extracellulaires de son équipe, ainsi que ses travaux sur la biopsie liquide pour prédire la réponse à l'immunothérapie, sont en cours de traduction vers de nouveaux outils diagnostiques, des traitements et des essais cliniques. Le Dr. Wallet a largement publié et siégé à plusieurs comités consultatifs des IRSC de Santé Canada, de l'Institut de recherche Terry Fox. Il a également assumé des rôles de leadership au sein de la FRSNB, qui est maintenant en recherche Nouveau-Brunswick, de la FINB et de Cancer de prostate du Canada. Mentor passionné, il a formé et inspiré des centaines d'étudiants et de chercheurs, dont plusieurs occupent aujourd'hui des postes de direction dans l'écosystème de la santé et de la recherche du Nouveau-Brunswick. Pour ses contributions, il a été décoré de l'Ordre du Nouveau-Brunswick. En tant que sénateur, il continue de défendre la science, l'innovation et l'amélioration des résultats en santé pour les Néo-Brunswickois et tous les Canadiens. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente avec grand plaisir le Dr. Rodney Wallet pour sa présentation ce midi. Merci, Saïd, pour l'introduction. Je ne suis pas sénateur, donc je sais pas où ça sort. Euh, mais merci pour l'introduction. Ça me fait plaisir de présenter ce midi à l'auditoire, vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait actuellement. Là, c'est vraiment c'est très chaud comme sujet. La présentation que je vais vous faire, c'est une tout récente que j'ai présentée il y a quelques semaines à la conférence de recherche NB. Elle est principalement en anglais, mais je vais essayer de faire de la traduction en temps réel. J'ai ajouté quelques éléments, donc il y a un peu de nouveauté. Euh, je vais essayer de partager mon écran. Dites-moi si ça marche. Oui, là, on voit ton écran, Rodney. Ouais. Puis là, je vais essayer de le mettre sur le mode présentateur. Correct? There you go. Yeah. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un peu de nos travaux où ce qu'on étudie les profils de réponse via la biopsie liquide pour essayer de prédire si les patients traités avec de l'immunothérapie vont avoir une réponse favorable ou non. Le but ultime, c'est d'amener ces connaissances-là pour un peu moduler l'efficacité des traitements d'immunothérapie dans le futur. Donc, du patient au laboratoire et on souhaite de nouveau aux patients. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de modèle où on parle de un peu comment les choses se faisaient 25 ans passés, 30 ans passés, et où on s'en va maintenant
en oncologie, mais non seulement en oncologie, d'autres problèmes de santé, on a des approches de médecine de précision de plus en plus. Donc, anciennement, on savait qu'un médicament marchait dans une sous-population, donc on administrait le médicament à toute la population en souhaitant que le patient devant nous allait avoir une réponse favorable. Puis, cette question ici, je dirais qu'elle pas comme tourmente, mais plutôt elle me guide depuis. J'estime qu'il y a plusieurs étudiants en médecine dans l'auditoire, mais cette question-là me guide depuis que je suis en médecine. J'étais en médecine au début des années 90, 93 pour être exact. Et moi, j'avais déjà presque terminé mon PhD à ce moment-là, donc j'avais un peu l'esprit initial de chercheur. Je me souviens à un cours d'hématologie, on avait un hématologue, oncologue qui était venu nous présenter. Il parlait des succès des médicaments, des nouveaux médicaments qui étaient en développement. Puis, il parlait du cancer du sein, puis comme quoi que le standard, le gold standard en traitement, était en train de passer du cisplatin vers les taxanes. Et il me semble que les chiffres à l'époque, c'est que plutôt que d'avoir 25% d'efficacité avec le cisplatin, on avait maintenant 35% environ de succès avec les taxanes. Mais moi, la question que j'avais, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on traite la même population? Est-ce que c'est les mêmes patients qui auraient répondu au cisplatin, qui répondent maintenant au taxane et plus? Ou est-ce qu'on parle de deux populations complètement différentes? Donc, bien sûr, à cette époque-là, on n'avait pas les outils, on n'avait pas de NGS, on n'avait pas d'outils de omics comme on a maintenant. Donc, la question est resté non répondu dans ma tête pendant plusieurs années, mais c'est un concept on peut dire que c'est un concept préliminaire de la médecine de précision, mais de comprendre le patient et sa biologie, puis qu'est-ce qui fait qu'un patient répond ou répond pas, c'est à la base de qu'est-ce qui nous alimente dans nos travaux. Donc, de plus en plus, on s'en va vers un modèle où on comprend la biologie du patient qui est devant nous et on peut adapter avec des molécules ciblées qu'on peut déterminer en utilisant des outils de diagnostic comme le séquençage pour identifier des mutations ou autres altérations et ensuite stratifier nos patients selon les médicaments qui a plus de chances de fonctionner dans son contexte à lui ou à elle. Le problème, c'est qu'avec l'immunothérapie, c'est comme si on prend un recul. On retourne vers le passé ou Back to the Future avec cette approche-là. L'immunothérapie est arrivée de façon abrupte au milieu des années 2010 avec des résultats spectaculaires dans certains cas. Et son déploiement dans la plupart des cancers maintenant est en train de changer les outcomes de patients de façon spectaculaire. Toutefois, comme on faisait auparavant, on administre l'immunothérapie sans avoir une idée précise si le traitement va fonctionner dans un patient donné. Et ce, en sachant que, comme toute thérapie cancer, il y a quand même des effets secondaires assez substantiels à l'immunothérapie, donc il faut l'utiliser de façon judicieuse. Donc, ces fameuses immunothérapies-là, c'est merveilleux, mais c'est à la fois compliqué. À la base, je vais parler principalement de la thérapie anti-PD1 ou anti-PDL1. À la base, cette interaction-là entre le PD1 sur nos cellules T, nos cellules immunitaires, et le PDL1 sur nos cellules cancéreuses ou nos cellules normales, c'est un mécanisme de reconnaissance. Donc, c'est une manière que notre système immunitaire détermine que la cellule devant elle est soit ou non soit. Donc, si le contact entre la molécule PD1 et PDL1 se fait, habituellement, la cellule immunitaire va reculer ou ne va pas initier une attaque cytotoxique.
Donc, la base du traitement, c'est que pour le cancer, on veut secouer cette interaction-là, on veut la bloquer. Donc, les anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1, parce que les deux peuvent être utilisés, vont interférer avec cette interaction-là. Et ensuite, la cellule T ou les cellules NK vont s'activer et attaquer la cellule cancéreuse. Toutefois, ce n'est pas aussi simple que ça. On retrouve fréquemment des patients qui ont exactement les mêmes profils, les mêmes stades, des mêmes contextes mutationnels, des mêmes scores PD1, chez qui on administre des immunothérapies, et un patient va répondre, tandis que l'autre patient ne va pas répondre. On ne sait pas pourquoi. À un point où, dans certains cancers, on a abandonné l'utilisation du biomarqueur, qui est la quantification du PDL1. Ici, c'est une étude qui est apparue dans les années 2000, la fin des années 2010, où on a montré que dans le cas du mélanome, que le patient soit positif pour PDL1 ou négatif pour PDL1, la réponse favorable était quasi identique dans les deux cas. Donc, notre biomarqueur qui devait nous indiquer qui recevrait le traitement fonctionne plus ou moins bien. Donc, finalement, on a abandonné l'utilisation du PDL1 pour les patients mélanome et on administre l'immunothérapie aux deux groupes, peu importe, sans savoir. Donc, il y a plusieurs groupes à travers le monde maintenant qui sont en train de tenter de comprendre les nuances dans le système immunitaire pour essayer de voir, est-ce qu'il y a une manière de prédire qui va répondre à l'immunothérapie ou non. Donc, la plupart des labos vont utiliser une approche informée par la tumeur elle-même. Donc, on va caractériser les biomarqueurs, les molécules qui peuvent influencer le système immunitaire au niveau de la tumeur. Comprendre mieux le génome du cancer puis le micro-environnement tumoral. Nous, on a décidé de prendre une approche différente parce qu'on jouait un peu à notre force. Donc, on a voulu utiliser la biopsie liquide pour comprendre quelles sont les interactions, non seulement au niveau du micro-environnement tumoral, mais également avec le système immunitaire de l'hôte plus large. Et pour ça, l'intermédiaire qu'on questionne constamment, ce sont les vésicules extracellulaires. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui sont les vésicules extracellulaires. Donc, tous nos cellules produisent des particules de taille virale qui sont libérées dans le liquide extracellulaire. Donc, on pense même que les virus ont un peu subtilisé ce mécanisme pour justement devenir virus. Donc, ces vésicules-là contiennent énormément d'informations qui reflètent l'état de la cellule parentale. Donc, il y a des molécules de surface, des protéines, il y a de l'ARN, il y a de l'ADN, il y a des métabolites, il y a de l'information sur la composition membranaire également. Donc, ça devient une source d'information très intéressante pour essayer de comprendre les communications intercellulaires qui se passent au niveau d'un patient. Et c'est relativement facile d'obtenir ces vésicules-là. N'importe quel fluide biologique va en contenir, donc le plasma, l'urine, la salive, et ainsi de suite. Donc, dépendamment de la question, on peut choisir le liquide biologique qui risque de mieux représenter le tissu d'origine qui nous intéresse. Et ce qu'on s'est rendu compte au fil des ans, c'est que ces vésicules extracellulaires-là sont impliqués dans énormément de mécanismes ou de pathways biologiques au niveau qui sont importants pour notre homéostase. Ce qui nous intéresse dans ce cas ici, c'est surtout les interactions avec le système immunitaire central et périphérique et les communications signalétiques, les voies signalétiques qui sont entamées ou interférées par ces vésicules extracellulaires-là. Chose intéressante, c'est lorsqu'on a commencé à étudier les vésicules extracellulaires il y a à peu près une vingtaine d'années, puis qu'on présentait aux conférences, les gens disaient « Ah, vous êtes en train de fouiller dans les poubelles. »
C'est un peu vrai, mais on peut trouver des choses intéressantes au niveau des poubelles. Donc, on a continué. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec les vésicules extracellulaires? C'est qu'on essaye de comprendre un peu les interactions entre la tumeur et les cellules immunitaires dans le micro-environnement tumoral. Donc, avec une prise de sang, bien sûr, la communication se fait via de l'angiogenèse qui est effectuée au niveau du micro-environnement tumoral. Donc, ça nous donne de l'information, mais également le déploiement des cellules immunitaires périphériques. Toutes ces informations-là vont également se trouver au niveau de la biopsie liquide dans les vésicules extracellulaires. Donc, ça nous donne un portrait global de ces deux environnements micro et macro qui sont engendrés en raison du cancer. Donc, à la fin des années 2010, juste avant la pandémie, et suite à l'étude qui avait démontré que PDL1 est plus ou moins utile pour déterminer la réponse à l'immunothérapie, on avait au niveau de la biobanque une cohorte de patients de cancer du poumon chez qui on avait prélevé des échantillons de biopsie liquide à différents points dans leur trajectoire thérapeutique, dont important au niveau pré-traitement. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut analyser le plasma pré-traitement de nos patients que maintenant on connaissait leur sort. Ils avaient été traités avec de l'immunothérapie, donc on savait s'ils étaient du côté des répondeurs ou des non-répondeurs. Retourner en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pré-traitement dans ces patients-là qui va peut-être influencer le résultat thérapeutique de l'immunothérapie. Donc, en isolant les vésicules extracellulaires de ces échantillons-là, on a essentiellement, on les a passés au peigne fin. On a déployé plusieurs méthodes, on peut les appeler omiques, mais des méthodes assez larges pour déterminer au niveau des cytokines, au niveau des protéines de surface, de l'ARN contenu à l'intérieur des vésicules et plus récemment au niveau protéomique, qu'est-ce qui pouvait influencer cette réponse au traitement? On a généré une quantité phénoménale de données. Pour chaque patient, le total est environ 36 milliards de points d'information. Et donc, on s'est tourné, c'est en train de se faire maintenant via l'intelligence artificielle pour essayer de nous aider à décoder ces informations-là, parce que la biologie ne fonctionne pas en silo. Donc, d'intégrer ces sources de données-là pour nous produire des signatures de réponse à l'immunothérapie, dans le but éventuellement d'intervenir pour les patients qui sont non répondeurs. Mais sans avoir besoin de l'intelligence artificielle, on pouvait voir dans l'analyse préliminaire de nos données que déjà les cytokines, l'ARN et la protéomique nous permettent de voir des différences nettes entre les deux populations. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail de nos données récentes de protéomique. Donc, pour la protéomique, on a utilisé une toute nouvelle technologie qu'on a réussi à développer ici à Georges Dumont, qui utilise, c'est appelé Olink, la compagnie c'est Olink, mais essentiellement c'est une technique un peu comme une technique courante qu'on utilise qui est l'ELISA, où ce qu'on utilise deux anticorps contre une même cible protéique. Et à chaque anticorps, la compagnie a ajouté un acide nucléique, un brin d'ADN complémentaire. Donc, le brin sur un anticorps est complémentaire au brin d'ADN sur l'autre anticorps. Donc, si les deux anticorps reconnaissent notre cible, les deux brins d'ADN vont s'apparier et ensuite on peut compter le nombre de fois que cet appariement a eu lieu. Donc, ça nous donne une information directe sur combien de paires d'anticorps ont reconnu la protéine dans notre mélange. Donc, on utilise le séquenceur NGS pour compter ces interactions-là chez le patient. On a un dynamic range, excusez le terme,
très, très large avec cette technique-là qui couvre environ 9 logs d'ordre de grandeur entre les protéines les moins abondantes et les protéines les plus abondantes. Pour le panel que nous, on a testé initialement, il y a environ 18 mois, 24 mois, on pouvait détecter 3000 protéines, mais maintenant, le potentiel existe pour détecter 5000 protéines. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des profils d'expression des protéines, ce qui n'était pas possible au niveau quantitatif auparavant. Et on peut voir l'expression de certaines de ces protéines-là qui sont fortement exprimées chez les répondeurs et d'autres qui sont fortement exprimées chez les non-répondeurs. Et ces protéines-là, lorsqu'on les analyse pour essayer de comprendre leur rôle au niveau de processus biologiques, on s'est vite rendu compte que les répondeurs ont les bons outils. Ils ont les bons outils pour répondre. Donc, les cascades signalétiques nécessaires pour l'activation des cellules B, des cellules T, et la communication positive des lymphocytes et des macrophages nécessaires pour combattre le cancer. Chez les non-répondeurs, ça devient plus compliqué. Donc, on a beaucoup plus de cascades signalétiques qui sont présentes. Donc, on soupçonne qu'il y a de multiples cascades qui sont présentes, non pas chez tous les patients, mais des sous-populations de patients. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un peu l'inverse. On retrouve des signaux immunitaires qui sont néfastes à des réponses immunologiques. Donc, des macrophages de type M2, des neutrophiles, on voit beaucoup d'angiogénèse, donc ce qui souligne un peu la réparation tissulaire. Donc, on ne veut pas de réparation dans une approche anti-cancer, des monocytes, des neutrophiles. Donc des processus qui vont à l'encontre d'une réponse immunitaire robuste anti-cancer. Donc, on va regarder un peu plus en détail certaines des protéines qu'on a obtenues. Donc, ceci, c'est une différente représentation essentiellement de ce que je vous ai montré au préalable. Donc, encore une fois, des voies signalétiques ou des molécules qui sont importantes pour une réponse immunitaire robuste. Et ici, je vais porter votre attention à deux protéines en particulier, PCSK9 et GDF15. Je vais les aborder un peu plus en détail. Ils sont intéressants. Donc, si on regarde en isolement les patients qui ont des taux élevés ou bas de PCSK9 et de GDF15, on peut vite voir que les patients qui ont des niveaux élevés de ces deux molécules-là ont des bien mauvais réponses à l'immunothérapie. La différence entre les hauts et les bas dans les deux cas est à peu près de l'ordre de 3. Donc, c'est quand même une différence très significative. Donc, qu'est-ce que ces deux molécules-là font? Donc, PCSK9, le nom est très long, mais vous pouvez le lire. C'est une protéine présente dans le plasma qui se lie au récepteur de l'LDL. Et lorsque cette protéine-là se lie, ça cible les LDL pour la dégradation. Donc, les LDL sont liés par le PCSK9, ils sont internalisés, mais au lieu d'être recyclés comme ils devraient l'être, puis réapparaître au niveau de la membrane, ils sont dégradés. Donc, le niveau de LDL, du récepteur LDL diminue, ce qui entraîne une augmentation des LDL circulants. Donc, bien sûr, vous connaissez le risque pour l'artériosclérose et les maladies cardiovasculaires. Donc, il existe aujourd'hui, vous les connaissez probablement, des thérapies injectables qui sont très efficaces, qui vont réduire la quantité de PCSK9 en circulation, puis ça va baisser le cholestérol. La molécule qu'on connaît le plus, c'est le Repatha. GDF15, lui, un peu moins bien connu, mais c'est une protéine, c'est une cytokine qui est reliée au stress, le stress responsive. Et les études dans le passé ont démontré que GDF15 joue un rôle au niveau du contrôle de l'appétit. Donc, lorsqu'il est abondant, il va agir sur un récepteur au niveau du cerveau, le récepteur GFRAL, et ça va supprimer l'appétit. Donc, c'est un phénomène qu'on voit souvent dans le cancer.
les patients deviennent cachexyques, ils vont perdre de la masse musculaire, ils vont perdre du tissu adipeux. Donc, lorsqu'on bloque GDF15, puis il y a des thérapies qui existent maintenant, ils sont encore en stade d'essai clinique, mais essai clinique avancé. Ces études-là ont démontré que ces deux anticorps vont restaurer l'appétit chez le patient et vont contrer les effets de cachexie chez les patients atteints de cancer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le cancer? Tout récemment, dans le temps que nous, on est en train de compiler nos données, il y a des études qui ont démontré que PCSK9 fait la même chose à MHC1 qu'il fait au niveau du récepteur de LDL. Donc, en circulation, il se lie à MHC1. MHC1 est très important parce que c'est MHC1 qui présente les antigènes au système immunitaire. Donc, lorsque PCSK9 se lie, les MHC1 sont dégradés. Donc, ce qui arrive au niveau tumoral, c'est que la tumeur s'évade. Elle a littéralement trouvé une manière de devenir invisible pour le système immunitaire parce que les molécules, les antigènes qui sont différents parce que le cancer possède beaucoup de mutations, ne sont plus disponibles ou visibles pour être reconnus par notre système immunitaire. Donc, si on peut bloquer, ils ont essayé ça au niveau des animaux, des souris, en bloquant PCSK9, on peut restaurer l'immunité antitumorale parce que les antigènes, les néoantigènes redeviennent visibles pour le système immunitaire. GDF15, son rôle est un peu différent, mais lorsqu'il est abondant en circulation, puis il agit au niveau du récepteur cérébral, il supprime également l'activation des cellules T. La manière que ce mécanisme-là a lieu, c'est que les cellules T en circulation doivent pénétrer pour initier une réponse cytotoxique au niveau de la tumeur. Et qu'est-ce qu'une cellule T va typiquement faire? Elle va interagir avec la surface endothéliale du vaisseau sanguin et il va avoir une interaction entre un récepteur appelé LFA1 sur la cellule T et une molécule appelée ICAM au niveau des cellules endothéliales. Donc, lorsque GDF15 est abondant, il interfère avec cette interaction-là et les cellules T, plutôt que de s'arrêter puis de commencer à pénétrer le site tumoral, vont juste continuer à circuler. Donc, en bloquant GDF15 avec un anticorps, on voit que cette interaction-là, ICAM-LFA1, peut se produire et la tumeur peut être envahie, si on veut, par des cellules T qui peuvent initier une réponse cytotoxique. Pourquoi c'est important? À peu près un mois passé, à ESMO, à Berlin, il y a eu une étude très, très tôt, exploratoire, phase 2, où ils ont combiné les anticorps de GDF15 avec le nivolumab, qui est un anti-PD1, qui est utilisé beaucoup en clinique. Et ce qu'ils ont observé, et ça, ils ont administré ça chez des patients qui sont atteints de cancer de la vessie, mais qui a déjà envahi le muscle entourant la vessie. Ces patients-là reçoivent habituellement, si c'est plausible, ils reçoivent un traitement d'immunothérapie, nivolumab, en néoadjuvant, pour essayer de diminuer la tumeur, pour ensuite avoir une chirurgie pour enlever le reste de la tumeur. Donc, ce qu'on cherche, c'est une réponse pathologique chez ces patients-là. En ajoutant au nivolumab l'anti-GDF15, visugromab, ils ont réussi à tripler la réponse pathologique. Passant de 21% à plus de 66%. Donc, c'est une différence énorme qui fait que c'est ce qu'on appelle un game changer pour aider ces patients-là à atteindre une réponse pathologique complète pour qu'ils aient une chirurgie qui va préserver leur vessie. Donc, déjà, avec des études préliminaires, on voit que ces molécules-là interfèrent ou ont un rôle clé dans la capacité d'un patient de répondre ou non à l'immunothérapie. Donc, où est-ce que ça nous mène pour l'avenir? Avec ces deux molécules-là, mais on en a plusieurs autres, probablement des dizaines.
on est en train de se demander si c'est possible de rééquilibrer la balance immunosuppression et activation du système immunitaire. On sait que chez les non-répondants, le micro-environnement tumoral est ce qu'on appelle foie. Il n'y a pas beaucoup de lymphocytes qui pénètrent. C'est un environnement qui est très immunosuppressif grâce à la présence de macrophages de type M2 et ainsi de suite, comme j'ai mentionné. Donc, est-ce que c'est possible de peut-être démanteler les barrières qui entraînent cet état immunosuppressif pour faire pencher la balance du côté de la réponse immunitaire? Donc, une stratégie, c'est d'enlever les barrières à ces facteurs-là. Une autre stratégie, c'est, ça je vais vous en parler brièvement dans une minute, c'est peut-être d'enlever les barrières, mais aussi donner un coup de pied pour que le système immunitaire reconnaisse qu'est-ce qui sont les cibles qu'il devrait attaquer. Donc, c'est vers ça qu'on souhaite s'en aller. Les néoantigènes, ça, c'est quelque chose de très récent qu'on travaille dessus, qui est complémentaire avec ce qu'on fait au niveau des biomarqueurs en biopsie liquide. Et on s'est rendu compte qu'en participant au Marathon of Hope Cancer Centers avec Terry Fox, c'est qu'on avait une information tout à fait incroyable à notre disposition. À l'intérieur de ce projet-là, le but était de séquencer 15 000 patients canadiens, séquencer leurs tumeurs et leurs transcriptomes. Nous, ici, en Atlantique, on en a fait plusieurs centaines. Et localement, à Dumont, on a fait plus de 200. Donc, la plupart de nos patients atteints de cancer du sein. Donc, toute cette information-là qu'on a générée nous permet à partir du cancer du patient, de déterminer qu'est-ce qui est, par séquençage et transcriptomique, quelles sont les mutations qui produisent des néoantigènes. Notre système immunitaire est designé pour attaquer des néoantigènes. Donc, est-ce qu'on est capable de sortir de l'information? Qu'est-ce qui seraient les cibles qu'on pourrait réentraîner le système immunitaire en produisant des peptides qui possèdent ces néoantigènes-là et de redonner aux patients sous forme de vaccin? Donc, encore une fois, je reviens ici, c'est le MHC qui est perdu avec le PCSK9. Si on peut produire ces néoantigènes-là, on a une meilleure chance que notre système immunitaire, nos cellules T, vont commencer à réattaquer nos cellules cancéreuses. Donc, les prochaines étapes, il y en a vraiment deux. Donc, d'un côté, on veut tester des molécules pour lesquelles il n'existe pas de thérapie en cours dans un modèle de souris transgénique qui va récapituler le scénario que le patient vit. Donc, on va donner un système immunitaire humain à ces souris-là. On va leur transplanter une tumeur et les traiter avec les mêmes médicaments qu'un patient recevrait. Le deuxième volet, c'est qu'on veut prendre des médicaments qui existent pour les cibles qu'on a identifiées et designer des études cliniques personnalisées pour les patients qui seraient éligibles. Donc, ici, je vais vous montrer en quelques images qu'est-ce qu'on fait au niveau des souris. C'est qu'on a développé une souche de souris qui nous permet d'implanter des cellules humaines et qui va donner un système immunitaire complètement humain sans bruit de fond du système immunitaire de souris. Donc, ces souris-là se développent très bien avec un système immunitaire humain qu'on peut ensuite leur transplanter une tumeur et leur fournir la réponse, donc l'immunothérapie, avec les inhibiteurs qu'on a identifiés. Donc, ce projet-là est très topique. On est en train d'irradier nos souris au moment où on se parle. Donc, au cours des prochains mois, on va faire notre première tentative de restaurer l'immunité à ces souris-là. Du côté du design des études personnalisées, on est en train de les rédiger. Ils sont rédigés, en fait. On va utiliser les profils de biomarqueurs qu'on identifie et le profilage des néoantigènes par séquençage pour targeter, cibler ces pathways suppressifs-là.
ajouter les néoantigènes pour essayer de donner une meilleure chance aux patients qu'on détermine qui seraient des non-répondeurs. Donc, ceci, c'est les 2 premières études qu'on anticipe développer. Donc, c'est utiliser les molécules qui sont disponibles. Il y a des patients tous les jours qui reçoivent du PCSK9. Donc, on veut commencer par faire un re-challenge de patients qui ont eu une immunothérapie, mais qui n'ont pas répondu, pour essayer de voir si on peut restaurer une réponse immunitaire après échec dans un premier temps. Le deuxième, c'est d'aller dans un contexte néoadjuvant, donc avant que le patient reçoive la chirurgie, pour ajouter des molécules comme PCSK9 et GDF15 ou une combinaison, pour ensuite voir si ça augmente la réponse pathologique pré-chirurgie. Les 2 qu'on anticipe pour les néoantigènes, c'est qu'on voudrait s'y prendre à des patients qui ont le cancer de la prostate pendant la période qui sont en rechute biochimique, pour voir si on ne peut pas restaurer la réponse immunitaire ou retarder ou renverser la réapparition du cancer de la prostate après un traitement définitif. Et l'autre, on retourne chez les patients atteints de cancer du poumon pour évaluer l'ajout de patients qui ont été opérés, qui ont du MRD positif, c'est-à-dire qu'ils ont de la maladie résiduelle, pour voir si on peut pas, ces patients-là sont à très haut risque de rechute, pour voir si on ne peut pas prolonger leur période de rémission suivant la chirurgie. Donc, ça vous donne une idée, mais il y en a une panoplie d'autres qu'on pourrait y penser. Ce qui va manquer peut-être, c'est les ressources. Ces études-là, on est en train de les planifier avec notre collaborateur à l'hôpital de Moncton, le docteur Abdel Salam, et l'équipe d'études cliniques à Horizon. Le but, éventuellement, c'est de commencer à Horizon et ensuite l'amener du côté de Vitalité. Donc, somme toute, on revient à notre image d'origine, ou plutôt maintenant de parler de médecine de précision, on parle d'immunothérapie de précision, où on envisage un futur où ces patients-là seraient profilés d'avance pour voir s'ils tombent dans un contexte favorable ou non. Le cas échéant, on aura ensuite des combinaisons personnalisées pour essayer de surmonter les mécanismes suppressifs, possiblement, dans certains cas, ajouter des vaccins personnalisés également, bâtis sur les néoantigènes présents dans le cancer du patient, souhaitant qu'un jour, plus de patients pourront bénéficier des effets curatifs de l'immunothérapie. Ce projet-là mobilise beaucoup de personnes, donc les gens qui font le gros du travail sont listés ici. Dans notre laboratoire, Catherine Taylor a fait le gros de ce qui est profilage biopsie liquide pour les patients atteints de cancer du poumon. Elle a fait toutes les analyses également. On se reprend avec d'autres types de cancers, donc Michel Davy est en train de poser la même question au niveau des cancers du sein triple négatif. Vanessa et Zainab sont en train de développer le modèle de souris transgénique humanisé. Gabriel et Mariama sont en train de valider au niveau du laboratoire certaines de ces cibles-là. L'équipe de bioinformatique menée par Éric Alain nous aide énormément à passer à travers des informations qu'on est en train de générer pour essayer de voir quels sont les profils favorables et non favorables. On travaille également avec Dr Mouléa-Cloufi à l'Université de Moncton. On doit beaucoup de remerciements à l'équipe de la biobanque, de NGS, nos cliniciens qui recrutent bien sûr les patients qui font partie de ces études-là. Le nouveau travail qu'on a entamé avec l'équipe d'essais cliniques d'Horizon et certains de nos collaborateurs internationaux qui nous fournissent des
des agents qui vont bloquer les suppresseurs de l'immunothérapie. Donc, je pense que c'est tout. Donc, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'essayer de répondre. Excellent, Rodney, super belle présentation, très, très intéressant. J'ouvre la porte maintenant pour les gens qui sont en ligne. Si vous avez des questions pour le docteur Wallet, je vous demande d'ouvrir votre caméra, lever la main, ouvrir votre caméra, vous pourrez poser la question. Peut-être en attendant que les gens réfléchissent à des questions, Rodney, je pourrais te poser la première. Premièrement, je trouve que c'est très intéressant comment tu expliques la recherche que vous faites d'un point de vue moléculaire, puis là, comment ça s'applique à des humains, et vous revenez ensemble avec le tout en disant, ah, ben, c'est un modèle de précision, puis qu'est-ce que l'avenir, à quoi va ressembler l'avenir de personnaliser la médecine pour les patients. Je trouve que c'est super intéressant. Dans vos études, dans vos recherches, je sais il y en a qui ont été faites chez les animaux, mais chez les humains, est-ce que vous avez vu des différents profils de réponse par rapport aux signes et symptômes d'une approche personnalisée versus une approche plus générique? Donc, est-ce que le fait de traiter quelqu'un avec une approche plus personnalisée, est-ce que ça atténue certains signes et symptômes de la maladie? Est-ce que ça amplifie certains signes? Je serais curieux d'entendre ça. Ouais. C'est une bonne question. On sait que la réponse y inclut les effets secondaires à l'immunothérapie est très différente d'un patient à l'autre. Il y a des patients qui vont recevoir le traitement avec peu, voire pas d'effets secondaires du tout. D'autres vont avoir des réactions. Avec l'immunothérapie, c'est beaucoup des hits, comme on appelle, là, donc des pneumonites, des hépatites, des thyroïdites. Donc, c'est tous des phénomènes un peu auto-humains. Euh, la chose, c'est que tant d'un côté comme de l'autre, il y a des patients qui n'ont pas d'effets secondaires majeurs puis qui répondent. Il y a des patients qui ont des effets secondaires majeurs puis qui répondent. Donc, il semble qu'il y a de la. Ben, je suis en train de, comme ils disent, stating the obvious. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans le système immunitaire. Donc, lorsqu'on commence à bloquer et à augmenter certaines choses, ça va déclencher peut-être des phénomènes auto-humains qui étaient de pénétrance variable. Mais c'est sûr que si quelqu'un, ce qu'on rapporte, c'est si quelqu'un a déjà une prédisposition, il y a un risque que ça flaire. Donc, ça aggrave le phénomène. Pour aller plus directement à ta question, l'utilisation de combinaisons, c'est encore un domaine assez nouveau pour l'immunothérapie. On a essayé de combiner des traitements tels des anti-VEGF, des choses comme ça. Mais souvent, je dirais très peu de ces études-là basent leur approche sur des profils. Donc, ils vont décider, un peu comme à la vieille méthode, ils vont décider, ben, on va essayer de voir si l'ajout d'un anti-angiogénèse avec l'immunothérapie, ça va aider. Mais ils donnent à tous les patients. Donc, nous, ce qu'on est en train d'essayer de préconiser, c'est regardons en premier avant de plonger. Puis si on a un patient qui est clairement un répondeur, qui n'a pas besoin de rien d'autre, ben pourquoi y donner? C'est vers ça. Parce que la désescalation, la de-escalation, c'est un phénomène très important aussi parce que on n'expose pas des patients à des effets secondaires si on n'a pas besoin. Ouais, Je sais pas si super ça répond. intéressant. Oui, oui, non, ça répond à ma question. Est-ce qu'il y a des questions autres pour le docteur Wallet? Pendant que les gens pensent aussi, moi, j'ai une autre question, Ronnie, si tu me permets. Tu mentionnes utiliser du AI. Évidemment, quand tu l'as mentionné, là, 36 milliards de data points pour 110 patients, là, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que tu penses, puis c'est peut-être une question plus générale, là, le rôle du AI dans tout ceci? Parce que, évidemment, il y a des grosses banques de données qui sont produites, il y a de l'information qui est produite à la tonne.
C'est-tu quelque chose que, tu sais, évidemment, votre équipe puis d'autres équipes se dirigent plus vers ça? C'est-tu ça qu'on va utiliser un peu plus tu sais, dans les prochaines approches? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une très bonne question. En fait, c'est 36 milliards par patient. Donc, il faut multiplier par 110 la quantité. Donc, c'est encore plus gros, là. À un moment donné, les spreadsheets Excel, là, ils sont trop longs. Euh, donc, le AI, oui, c'est un outil qui devient, au fur et à mesure que l'AI devient plus performant, euh, il devient plus utile. Donc, la sorte d'intelligence artificielle que le professeur Moulet utilise à l'Université de Moncton pour faire en sorte que ces bases de données-là, en silo, communiquent, ça, c'est une forme d'AI là, euh, il y a un peu des recettes secrètes là, dans la manière que le professeur Moulet fait ça, mais ça, c'est très utile parce qu'on est un peu handicapé en, l'étude de biomarqueurs parce qu'on ne peut pas comparer directement des profils de protéines avec des profils d'ARN ou de stockings. Donc, il faut trouver un genre de langage commun ou un dénominateur commun entre ces silos d'informations-là. Donc, ça, c'est une utilisation très spécifique de l'AI. Moi, ce que je trouve qui devient très intéressant avec l'AI pour moi aujourd'hui, c'est que lorsqu'on trouve des cibles potentielles, tu sais, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on allait voir chez PubMed, puis on Ouais. utilisait des mots-clés, puis tu sais, on filtrait à travers des données pour essayer de voir, mais inévitablement, on manque des choses. Mhm. Un exemple, c'est que parfois, la même molécule va avoir deux noms. Mhm. Donc, on la connaît sous un nom, mais beaucoup d'études ont été publiées avec un autre nom. Donc, moi, je trouve que l'AI, pour moi, dans ce travail ici, c'est que c'est un peu un agrégateur. Donc, le AI, lui, va trouver toutes les alias, là, tous les autres noms qui Mhm. sont utilisés, et va les intégrer. Plus ça va, si je pose la question, mettons, je disais, ben, trouve-moi toute l'information sur PCSK9. La Mhm. majorité va être par rapport à l'utilisation du PCSK9 pour contrôler le cholestérol. Mais si j'ajoute, donne-moi toute l'information de PCSK9 en immunologie, ben là, moi, j'ai Yep. déjà beaucoup de temps de sauver en l'utilisant de cette manière-là. Mhm. Euh, Puis de plus en plus, ça devient très bon pour développer des algorithmes aussi là, de calcul. Donc, moi, je suis old school, là, je ne suis pas vraiment habile avec le codage, le R et tout ça. Là. Donc, ça m'aide au moins me garder dans des conversations que mon équipe a, mais je pense que c'est plus utile pour eux que pour moi. Merci. J'adore votre réponse, merci. Donc, encore une fois, as-tu des questions pour Rodney? S'il n'a pas, je pense qu'on peut finir Bon, ça là. Je pense qu'on peut finir ça là. La présentation est enregistrée, donc elle sera en ligne pour les personnes qui veulent la regarder ou la partager. Docteur Wallet, merci beaucoup pour votre temps. On apprécie beaucoup ça, de prendre un peu de temps pour nous présenter vos travaux qui sont super intéressants et super pertinents en plus. Félicitations sur tous vos succès, surtout les succès que vous avez eus mais, dans votre carrière, mais ceux qu'on entend récemment aussi. Là, vous avez fait beaucoup de presse dernièrement, donc bravo. Euh, pour les gens qui sont ici, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence mensuelle. Ça va être la dernière de l'année. On recommencera au mois de janvier. Et on fera l'annonce en temps et lieu pour ça. Donc, je vous remercie et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et des bons moments avec vos familles et vos proches. Merci.